Cathy Rouverol à la technique et à la programmation musicale, Jean-Paul Pascal au micro, c'est la voix au chapitre. Au renvoi au chapitre aujourd'hui, Claude Brahic pour Emma ou la fille des Cévennes, paru aux éditions TDO. Bonjour Claude Brahic. Bonjour. Et nous commençons cette émission avec Nourquet et Joseph Kassem qui publient au Simorgue du Gard Sans mêler ni regret, un recueil de textes sous état d'urgence. Bonjour Nour, bonjour Joseph. Bonjour. Bonjour. Alors est-ce que nous pourrions commencer par rappeler brièvement votre parcours personnel à tous les deux, parcours personnel et littéraire peut-être avant cette publication. On commence par Nour peut-être, là, qui nous donne déjà quelques pistes dans les textes de Sans mêler ni regret. Alors en termes de publication, ça va être assez bref. J'ai publié j'ai un titre qui est sorti l'an dernier. En juin, ouais. Rage de langouste et jambes de bois aux éditions Simorgue du Gard. Voilà, il y a titre plutôt sur le parcours personnel maintenant. Sur le parcours personnel littéraire. Ou personnel tout court, éventuellement. Et personnel. Eh bien. Enfin, si je suis pas indiscret. Hein. Non, pas du tout. J'arrive de région parisienne. Personne n'est parfait. Oui, comme tu dis. Et j'ai suivi un parcours scientifique en fait, en laissant de côté mon attrait pour l'écriture. Et j'y suis revenue il y a quelques années. J'y passe de nouveau plus de temps. D'accord. Et alors, pourquoi justement avoir choisi un parcours scientifique? Bon, si a priori ton truc c'était quand même plutôt le littéraire. Hein. La voie de la raison et de l'intégration aussi. Ouais. Pour commencer à introduire Sans mêler ni regret. Voilà, donc enfin, ton histoire personnelle, c'est quand même quelque chose qui est marqué par l'histoire du métissage et par l'histoire de l'arrivée de l'étranger, c'est ça? Ouais, c'est assez présent. C'est pas évident de prendre du recul pour que je m'en rende moi-même réellement compte, mais ça commence à venir. Ouais. Ouais. Joseph, qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture, toi? Je m'emmerdais. Bon, c'est une motivation. Qu'est-ce qui m'a amené à l'écriture? Je sais pas, plein de choses, quoi. C'est parce que ça permettait de rassembler mes pensées quand j'étais gamin, de m'isoler. C'est vachement méditatif comme discipline, voilà. Après, je pense que ça c'est les trucs de monsieur, madame, tout le monde, on va dire. Après, je pense que c'est complètement une autre démarche de publier, de balancer des titres dans l'inconnu. Enfin, après, moi, j'ai commencé par des articles de presse, chose que je mettais pas trop en avant ces dernières années. Bon, maintenant, je le mets en avant parce que mon exercice de journalisme a tiré quelques problèmes. Ouais. Mais, voilà, ça fait 18 ans que je publie soit des articles, soit des ouvrages sous différents pseudonymes. C'est pas mon seul pseudonyme, Joseph Kassem. Et voilà, enfin, moi, j'appréhende ça maintenant comme étant un travail comme un autre, en fait. Voilà. C'est un travail, mais quand même, c'est un peu particulier comme travail, parce que c'est un travail dans lequel on met de soi. Je veux dire, il y a de ton sang et de ta chair dans des textes, dans des articles. Et bon, je pense que c'est pareil pour nous. C'est pas tout à fait un travail comme d'aller pointer à l'usine ou conduire un taxi. Je pense qu'il y a un côté de psychopathe en fait dans l'écriture. On utilise une matière qui effectivement, comme tu le dis, est personnelle et implique l'intimité aussi et ainsi de suite, implique l'actualité, c'est-à-dire tout ce qui est partagé avec les gens dans le temps, dans le présent, dans le passé, dans l'avenir. Mais moi j'ai du mal à, j'arrive pas à me dire que je traite de cette matière-là parce que cette matière serait différente ou plus noble que le bois chez le menuisier, par exemple. Voilà. Ouais. Je le fais parce que c'est ce dont j'ai besoin et j'ai aussi le sentiment que c'est aussi ce dont le lectorat a envie, de quoi il demande aussi. Voilà. Alors en même temps, c'est un peu paradoxal parce que quand on travaille sur cette matière-là, c'est à la fois un exercice d'humilité et aussi quelque part un exercice d'orgueil extraordinaire. Hein, non ? Est-ce que tu ressens cette dualité, hein ?
Bah, je me rappelle d'une émission tu m'avais invité pour le château de nos pères, je crois. Ouais. Et se posait cette problématique de comment affronter le lectorat. C'est je sais pas, il y a deux choses, je pense que ça peut être assez pénible aussi pour pas mal d'auteurs de se retrouver face au lectorat, parce que d'un seul coup t'incarnes un livre, et puis un livre c'est une preuve accablante, quoi. C'est Jean-Patrick Manchette disait que allez-y, écrivez, tirez-vous une balle dans le pied et foutez-vous un coup de poing dans la tête et restez KO. Ouais. Je pense c'est exactement ça, l'écriture. Quand tu fais un livre, le livre c'est une preuve à charge contre toi, c'est pas du tout quelque chose qui te met en avant, quoi. Mais du coup ça veut dire qu'on est aussi un peu en interrogation permanente. Bah, je pense que tu as parfaitement raison dans ta question, que tu as déjà la réponse dans ta question, en fait, quand tu parles de paradoxe. C'est écrire, se lancer dans la publication et se rendre visible pour présenter son travail. C'est une foule de contradictions et de paradoxes, et je pense pas qu'on puisse obtenir autre chose que ces contradictions et ces paradoxes. C'est indépassable, quoi. Ouais. Nour, c'est quelque chose que tu ressens aussi, Oui, complètement. Je vois pas l'orgueil dans l'écriture. Et il n'y a pas vraiment de recherche de aimez-moi dans le fait d'écrire ou de lire. Et c'est vrai qu'il y a un mélange. Dans les retours qu'il y a par rapport à un livre ou une lecture, on sent aussi le besoin des lecteurs ou des auditeurs. Ouais, ça aussi c'est important, le rapport entre l'auteur et le lecteur. Quand on travaille dans le spectacle vivant, par exemple, on a un rapport physique avec le spectateur, on a un retour immédiat. Comment est-ce que vous avez vos retours de lecteurs? Comment est-ce que ça fonctionne, votre relation à vous, qui peut être un peu particulière entre l'auteur et le lecteur? Ouais, je pense que dans ce que tu veux aborder, je pense qu'il faut déjà préciser, à mon avis, que nous, on se revendique du courant de la littérature actuelle, c'est-à-dire qu'il ne fait aucune séparation entre la littérature orale et la littérature écrite. Nourquet vient de la scène de la littérature orale, elle a fait beaucoup de littérature orale avant de faire de l'écrit. Moi, j'ai aussi fait pas mal de littérature orale. Quand on publie un texte, en général, on l'interprète aussi. On demande d'ailleurs à tous les auteurs simorgues d'interpréter leur texte, de ne pas simplement écrire. On n'est pas sur une logique de prestation de service, on ne fabrique pas du papier imprimé. Voilà. Donc ça, c'était pour préciser. Après, je me rappelle plus ta question. Comment ça, le rapport avec, voilà, le rapport avec le lecteur. Le rapport avec le lecteur. Ça fonctionne. Bah, le rapport avec les lecteurs, ça fonctionne de façon assez simple, quoi. À partir du moment où on crée un espace qui est commun, où il y a lecture, parfois musique aussi, ça peut être accompagné de performances plastiques aussi, et ainsi de suite. À partir du moment où il y a lecture, on partage un espace. Les lectures, c'est assez court, en fait, comme spectacle. C'est pas comme spectacle vivant où tu vas être sur un support de 1 heure, 1 heure et demie. C'est une lecture, tu peux avoir la concentration d'un public, grand maximum, 1 demi-heure, 3/4 d'heure. Mais au-delà, c'est impossible, quoi. Enfin, surtout avec ce que nous on écrit. Donc finalement, le rapport avec le public, les lecteurs, c'est un ensemble. C'est pas simplement sur la lecture, c'est tout ce qui précède la lecture, sur une soirée lecture, comme tout ce qui suit derrière. C'est-à-dire boire avec eux, les questions qu'ils peuvent poser par rapport au texte, les choses qui vont plus les déranger par rapport au texte. À la fois, il y a aussi un côté débat, quoi, par rapport à ce qu'on fait, par rapport aux propos. Par rapport aux ambiances aussi, quand on a fait la lecture pour la présentation de Sans mêler ni regret samedi dernier, là, au bar des Amis à Alès, t'as eu un public qui s'est intéressé à l'ensemble du prisme, quoi, enfin de ce qui était présenté, c'est-à-dire la musique, l'endroit aussi, les propos des textes. La façon dont on les interprétait aussi, ça touche à toutes les choses, que ce soit technique ou purement littéraire. Ouais, mais ça veut dire que comme au théâtre, l'auteur puise de l'énergie aussi dans le public ou dans le lecteur. C'est peut-être un peu plus difficile. Hein. Alors là-dessus, je crois que dans le domaine de la littérature orale, de façon très générale,
Je pense que les auteurs et interprètes de leur propre texte vivent les choses très différemment. Moi, personnellement, parce que je suis peut-être un peu hargneux, je vis une présentation, une lecture publique comme étant un match de boxe contre le public. Voilà. Je le vis comme ça. Après, il y a des auteurs qui pour eux, oui, comme tu dis, ils se sentent portés par le public ou aspirés par eux, ou veulent l'aspirer. Enfin, c'est des choses que je ne comprends pas, mais que j'entends et que je... Enfin, Nour, vous fonctionnez comment à cet égard, vous? Alors je pense que je me sens portée par le public, mais dans le sens où pour moi, ce qui m'apporte, ce dont j'ai besoin quand je lis un texte, c'est de voir les gens en face, leurs réactions, ce qui peut les traverser grâce au texte, quoi. Ouais. Donc cette réaction en direct et ensuite après, quoi. Ouais. Ça veut dire que quand tu écris un texte, est-ce que tu imagines, est-ce que c'est extrêmement intime ou est-ce que c'est d'abord pour provoquer, est-ce que quand tu écris, tu imagines voir les réactions que peut avoir le public, quoi. Tu vois un peu la différence entre l'écrivain là qui est chez lui tout seul sur son écritoire, qui se livre, qui a un peu une façon de se mettre à poil là, mais en même temps c'est renfermé, ou bien est-ce que c'est quelque chose d'extrêmement ouvert et l'écriture va à la rencontre du public? Alors j'imagine pas, je cherche pas à imaginer les réactions que peut avoir le public avant de le voir. Mais quand j'écris, j'oralise aussi, enfin je lis le texte pour vraiment chercher à écrire, que l'écriture soit un support à l'oralité ensuite. Et, voilà, donc le lien avec le public est important, mais je cherche pas à anticiper, à écrire pour obtenir telle ou telle réaction, ou c'est peut-être moins direct que ça. Ouais. Alors on va un peu parler quand même de Sans mêler ni regret. Alors avant d'en parler, j'aimerais bien que vous nous en lisiez quelques extraits. Alors on va peut-être commencer par l'Afrique, les sardines de silence de Joseph. Et puis voilà, Nour, je vais peut-être te laisser choisir un texte dans ce livre Sans mêler ni regret. Voilà, Joseph est en train de chercher le bon extrait. Voilà, donc là, je vais faire simplement le début, quoi. Ouais, le début me plaît bien. Ouais. À savoir que ce texte-là, c'était pour répondre à une commande pour le Printemps des Poètes. Voilà. Chose qu'on a horreur de faire, hein. Le Printemps des Poètes, ça nous emmerde fermement. Oui, c'est pour ça, j'ai été un peu surpris que vous participez au Printemps des Poètes, bon, qui est par ailleurs une manifestation que j'aime bien, mais je me suis dit, bon, c'est pas tout à fait leur truc, quoi. Mais c'est surtout les rapports avec l'endroit qui nous demandait ça, quoi, qui est un très bon rapport. Ils sont d'un optimisme il faut préciser absolument que c'est une galerie donc à Saint-Ambroise. Voilà, la galerie Numa Singra, voilà, qui mérite d'être visitée d'ailleurs. Et donc voilà, donc le thème 2017, c'était l'Afrique. Alors ça, moi, je trouvais ça, enfin voilà, je vais vous lire le texte comme ça, voilà. Donc l'idée, c'était de sniper direct le thème, voilà. Comment pourrais-je? L'Afrique, tout un continent massif aux civilisations plus variées que celles de l'Europe. Afrique, plusieurs milliers de dialectes, plusieurs milliers d'années de bipèdes allant en évoluant. Afrique, berceau de l'humanité, matrice de mon espèce. Non, je ne peux pas. Je ne peux que m'incliner humblement devant ces reflets passés qui animent le présent. Ah, le bureau de la culture poétique nous commande l'Afrique. Mais l'Afrique est un sujet bien trop grave pour le traiter avec autant de nonchalance. Qu'attendent-ils de la poésie? Une complicité barbare qui chanterait les épices et le manioc? À moins qu'il la veuille aiguisée et tranchante, pour que la poésie d'ici coupe la langue des poètes sans papier, arrêtés, tabassés, expulsés. Non, je comprends pas. Je ne comprends rien. Et je sens crépiter mes neurones. Fini l'émigration de l'Homo sapiens vers l'Asie et l'Europe. Aujourd'hui, l'humanité se noie là-bas, dans la mer. Chaque année, les sardines de Méditerranée, de mieux en mieux nourries, grossissent.
Elles grossissent et prolifèrent, et le prix du charbon de bois et des allumes-feu augmente aussi. Nous avons choisi de ne pas voir et d'avoir des centres de rétention. Nous avons choisi d'ignorer les ordres donnés aux flottes commerciales de ne pas secourir les naufragés. Nous avons choisi de dresser des barbelés électrifiés de 5 mètres de haut, avec miradors et hommes en armes, pour garder l'enclave espagnole de Melilla. Nous avons choisi les bidonvilles, les bulldozers, Calais et les ratonnades des nasillons. Nous avons choisi le spectacle du JT et les dominicaux débats d'opinion. Nous avons choisi les sardines grillées. Ouais, j'imagine que quand le bureau de la poésie dont tu parles a choisi le terme l'Afrique, le thème l'Afrique, il s'attendait peut-être pas tout à fait à ce genre de réaction. Le bureau politique, c'est le ministère de la Culture. Oui. C'est un ministère qui n'existe pas. C'est un truc. Voilà. Ça a été risible, hein, d'ailleurs. La dernière rallonge au cours de la campagne électorale, Ouais. ça a été une grande effet d'annonce, comme quoi il y avait une rallonge de 200 000 € qui était dédiée au spectacle vivant. 200 000 € pour le spectacle vivant, pardon du peu, mais autant rien donner du tout parce que c'est relativement humiliant de. Oui, ça fait quelque chose comme 2 000 € par département. Hein. Ouais. Je crois que ça fait même pas 20 centimes par intermittent du spectacle. Mais... Nour, tu as choisi un texte pour nous illustrer un peu ta participation à Sans mêler ni regret. Ouais, du coup, je vais lire aussi le début d'un des textes. Donc, en l'occurrence, on a écrit à 4 mains avec Joseph. Donc, le texte, c'est Débridage. Femme, métissée à l'extrême, et l'ombre d'un passé qui n'est pas le mien hante mon avenir, notre avenir. Je suis française, née en France si vous préférez, et tout est confus pourtant. De mes grands-parents chinois et des massacres de Pol Pot, personne ne m'en a jamais rien dit. De mon grand-père né sur les rives du Tarn et mort sur un trottoir d'Alger le thorax criblé de balles, tous ceux qui savaient pourquoi, qui, sont morts maintenant. Je suis la descendance, la survivance de tout ceci. Je suis là, devant vous, comme une évidence. Mais à la vérité, il n'y a rien d'évident à être moi. Francisée à force d'acharnement paternel, je ne parle pas la langue de mon père. Le cantonais, ce lien avec celles et ceux qui restent, on m'en a privé. Tout comme on m'a privé d'explications. Pour moi, l'histoire des miens commence dans la fuite, la peur et les camps de travail autour de Phnom Penh. Pour moi, la fraction française de mon code génétique s'est fait abattre sans raison à Alger, en Afrique. Sans mes yeux bridés, mes cheveux raides et ma peau cuivrée, tout le monde m'aurait rabâché les oreilles avec mes ancêtres les Gaulois. Quoique je suis typée, mais j'aurais pu faire semblant de ne pas l'être. Au moins pour moi-même. C'est ce que font tous les descendants d'immigrés, non ? Ils font semblant de ne pas être ce que tout le monde voit. Se convaincre d'être autre chose que ce que nous sommes, c'est ça, l'enjeu de l'assimilation. Voilà. Merci Nour. Donc on le voit, ce sont des textes qui sont quand même extrêmement complémentaires. Bon, alors comment est-ce qu'on arrive à écrire ce type de texte à 4 mains? Moi, je suis toujours fasciné par l'écriture collaborative de cette manière. Alors, comment est-ce que vous avez travaillé là-dessus? C'était une première expérience. C'est une sorte de jeu d'aller-retour entre les deux mains de Joseph et mes deux propres mains. Ouais. On n'a pas écrit à 4 mains en même temps. Oui, non, je comprends bien. Ouais. Ça aurait pu être rigolo. Ouais. Oui. Et est-ce que ça se coule tout de suite dans le moule du texte, hein, ou bien il y a des moments où il y a des confrontations, des oppositions? Je pense que de toute façon, à partir du moment où tu as deux auteurs qui décident de faire un texte, c'est parce que ouais, c'est pas par hasard non plus. C'est surtout qu'il y a une demande, ouais. Il y a une demande de ce qu'est l'autre et de ce qu'on n'est pas. Voilà. Moi, cette espèce de métissage extrême qu'incarne Nour,
c'est pas quelque chose dont je suis porteur, quoi. Moi, je suis un métissage certes, mais à l'européenne et relativement ancienne. Nour, enfin, je sais pas, les questions d'Algérie, d'Indochine, etc., c'est de l'histoire de la décolonisation du XXe siècle. Chose qui m'est étrangère, et ce thème me semble très important. Comme moi j'étais à l'école maternelle ou primaire, il y avait énormément de mixité ethnique, mais fallait surtout pas en parler, fallait surtout pas aborder ce qui faisait qu'on était tous ensemble, quoi. Donc moi je trouve que l'histoire de laquelle est née Nour et de laquelle maintenant elle est porteuse est très intéressante. Après, Nour, elle avait aussi envie d'avoir une sorte d'agressivité aussi dans le texte. Voilà, c'est un peu ce à quoi moi j'ai contribué. Sur la partie agressive du texte, donc. Ouais, les côtés spectaculaires. Par exemple, dans ce texte-là, dans le débridage là qu'elle vient de lire, il y a des effets de manche. Par exemple, à un moment donné, il y a un merde. Voilà, il y a un merde qu'il faut qui ponctue réellement le texte, qu'il faut gueuler. C'est des merdes comme ça. C'est des trucs à moi, quoi. Tu vois, c'est pas ça intervient pas dans ton écriture. Même quand tu faisais que de la scène, t'es plus dans la caresse du public, tu l'amènes, tu lui prends la tête doucement et puis tu lui mets la tête dans la merde. Voilà. Moi, voilà. Et finalement, Nour, tu es beaucoup plus perverse que Joseph, peut-être. Hein. Alors. Voilà, alors là, le débat est lancé. Alors, dans Sans mêler des regrets, donc il y a cette source d'inspiration qui donne son titre au bouquin, donc ce qui est effectivement le métissage. Bon, il y a d'autres sources d'inspiration. Là, vous parlez des manifestations contre la loi travail, des répressions, donc des naufrages de migrants, des bavures policières éventuellement. Et pourtant, en même temps, alors oui. Je réfute le terme de bavure. Ouais. On emploie assassinat politique. Voilà. Après, c'est une question de vocabulaire. C'est d'accord. De morale aussi, de morale. Mais en même temps, et c'est bien précisé dans la préface de Barthélemy, vous refusez absolument de vous inscrire dans une démarche militante. Alors j'ai eu un peu de mal à comprendre ça. L'idée, c'est pas de refuser de s'inscrire dans une démarche militante, c'est de ne pas se faire enfermer dans le militantisme. C'est-à-dire que maintenant, dans le monde dans lequel on vit actuellement, c'est à partir du moment où tu produis quelque chose, il faut qu'on essaye de le neutraliser, en fait. C'est maintenant de dire, oh, mais c'est normal, ils sont militants. Donc c'est normal qu'ils soient pas contents, etc. Moi je refuse. Ces textes portent des choses des thèmes avec lesquels j'ai discuté avec des gens sur le marché ou dans des bars où j'étais pas du tout j'étais pas du tout dans la posture ou une position militante, loin de là. Que je sois militant, oui, je suis syndiqué au syndicat Infocom de la CGT, voilà. Ça va être le truc, quoi. Mais bon, en même temps, il faut bien que je sauve mes fesses quand on me fait chier. Après, c'est surtout ça, c'est surtout ne pas se laisser enfermer dans le militantisme. Enfin, moi, je sais pas, c'est quand on parle quand même il y a environ une trentaine de personnes qui meurent dans les quartiers populaires, assassinés par la police chaque année, c'est pas une question militante de dire ça. C'est un fait, c'est factuel, toujours neutraliser le fait de l'actualité en disant oui, mais de toute façon, voilà, c'est militant. Excusez-moi, mais c'est quasiment une complicité, un acte de collaboration éhonté qui, en 1940, aurait fait hurler plus d'un. Hein. Mais en même temps, ce sont quand même des textes qui nous invitent à faire des choix et à sortir de la passivité, quand même. Hein. On n'a pas le choix. Ouais. On n'a pas le choix. Par exemple, la fin de texte de débridage de Nour, c'est posé. Elle pose cette peur. Enfin, bon, là, on est à la radio, ça se voit pas. Mais elle a vraiment la gueule mi-jaune, mi-blanche dont tu parles dans la fin du texte, quoi. Et effectivement, elle est en droit d'avoir peur. Elle a le droit de dire que qu'elle peut se faire expulser un jour, ou qu'elle peut se faire mettre en camp de concentration, ou qu'elle peut se faire violer par un flic, ou n'importe quoi. C'est une réalité. On n'est pas dans un monde idéal où
où c'est un débat métaphysique, c'est une réalité, c'est la réalité de plein de Français et de gens qui résident en France et qui ne sont peut-être pas français, mais en tout cas de plein d'individus qui sont sur ce territoire. Ouais. Et en même temps, les textes que vous écrivez, ce sont aussi des objets poétiques. Quand je parle de poésie, je parle pas de mièvrerie. Hein. Voilà, ce sont aussi des objets poétiques. Alors, est-ce que dans l'écriture de ces textes, la poésie, c'est un moyen pour faire adhérer le lecteur, en tout cas pour l'intéresser au texte dans la forme, pour après pouvoir pénétrer plus facilement dans le fond? J'ai réussi à laisser Joseph sans voix pendant 2 secondes. Là, je suis arrivé au zénith de ma carrière à la radio. Je peux partir. Écoutez-vous, là, c'est les clés du studio. Salut. Attends, là, j'ai pris des notes. Vas-y, occupe-le. Là, je prends des notes. Ouais. Alors, bravo. Pour moi, c'est pas la poésie ou c'est pas un enrobage, c'est ma façon de m'exprimer, de mettre les mots, de faire sortir cette matière, ce vécu, ces ressentis de moi et de le poser, de l'exprimer. Voilà. Oui, Joseph, t'as fini de prendre des notes, non? Moi, c'est pareil. Hein, je suis romancier aussi. On en a parlé déjà ici. Donc, quand j'écris des romans, effectivement, j'écris des romans. Et dans les romans, je vais mettre les thèmes qui me touchent et qui m'intéressent. Quand j'écris de la poésie ou du texte en prose, c'est parce que j'ai envie d'écrire de la poésie et du texte en prose, mais je vais aussi mettre des thèmes et des sujets qui m'intéressent. Quand je fais un document pour la presse, je vais pas traiter d'un sujet duquel je me contrefous, quoi. Je vais aller sur un sujet qui m'intéresse. J'ai la chance d'exercer en tant qu'indépendant. C'est certainement pas pour me faire envoyer couvrir le loto des chasseurs. Voilà. Donc non, c'est pas mettre de l'enrobage. Si je veux aborder un sujet, je peux l'aborder dans la forme que je veux, quoi. J'ai cette chance-là. On n'est pas nombreux à l'avoir. Moi, je l'ai. Si je choisis, c'est pas cette forme-là poétique, comme tu dis, c'est parce que j'ai envie de ça. Voilà. Bon, la question était un peu dans le provoque quand même. Mais t'as raison. Alors, on va continuer dans le genre. Voilà, le fait que vous soyez tous les deux métis, sans mêler, comme vous l'annoncez dans le titre, est-ce que ça vous donne une certaine légitimité quand vous parlez de l'humanité comme une globalité, là, en faisant abstraction de la génétique, des frontières, des coutumes? Je tiens à préciser que moi, je me suis pas fait, moi, madame. Mon patrimoine génétique n'est pas pollué, moi. Voilà. Non, moi, c'est plus un métissage dû à l'histoire. Non, quand je dis, mais ça peut être un métissage culturel aussi. Voilà, c'est plus un métissage culturel. J'ai été élevé par ma tante qui était antillaise. Toutes les filles dans ma famille ont baisé avec tout l'empire colonial, du moins les restes qui sont venus vivre ici. Je sais pas, c'est même du côté de ma famille, nous on n'a pas bougé tellement, on doit être vachement consanguin quelque part d'ailleurs, mais du côté de mon père, ils étaient dans l'est de la France, un côté allemand, un côté français, donc ça peut être aussi du métissage quelque part. Ma grand-mère, elle parlait pas un traître mot de français du côté de ma mère, mais c'est pas parce qu'elle était pas en France, c'est juste qu'elle était bretonne et que on parlait pas, voilà. C'est aussi bête que ça. Donc oui, métissage, métissage, c'est une acceptation qui est super large, quoi. Ouais. Enfin voilà, toujours est-il, est-ce que cette position-là, qu'elle soit donc génétique ou culturelle, ça vous donne une certaine légitimité pour parler d'une humanité globale? C'est pas une question de légitimité. Pour moi, ce serait plutôt on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure, une question de matière. Le fait d'être métisse, ça fait partie de ma vie, de ce que je suis. C'est ma matière principale. C'est quelque chose dont j'ai envie de parler. Donc voilà, c'est sorti. Alors, vous avez des textes qui sont souvent extrêmement durs. C'est violent même parfois. Donc ça, il paraît que c'est la part de Joseph. Et en même temps, si on les considère de près, quelque part, c'est un formidable appel à l'amour. Est-ce que vous êtes conscient de cette contradiction? Bien évidemment. Enfin, moi, en ce qui me concerne, oui, c'est évident, quoi. Moi, d'ailleurs, j'ai mis des textes dedans qui essayent d'intercaler la déclaration d'amour et la déclaration de guerre au monde entier, on va dire. Mais c'est bien ça. Enfin, c'est très comme dit Jérôme dans l'introduction.
Enfin, je joue d'une dialectique pour le coup, sans l'avoir prévu d'ailleurs. Mais je joue d'une dialectique qui est de dire voilà, si on veut pouvoir s'aimer, faut aussi se débarrasser de tout ce qui nous empêche de s'aimer, quoi. Voilà. Ouais. Mais en même temps, est-ce que ça n'est pas contre-productif de parler d'amour dans le registre de la violence? Pas tellement. Enfin, tu vois, par exemple, là, je vais sortir un recueil de poésie. Alors, pour le coup, très en forme poétique, on va dire, Hurlement d'une brindille, là, en juin. Et dedans, donc, il s'agit du thème amoureux. Hein. Ce qui est mis en avant dans le thème amoureux, c'est que tu peux aimer une personne, il n'y a pas de problème. Sauf que quand tu viens de te faire 8 heures de chantier, t'es complètement crevé. Je sais pas, c'est compliqué de se faire l'amour. Quand tu vis à 8 ou 10 dans un F3, c'est compliqué d'avoir des mots doux dans le couple, quoi. Faut avoir les moyens de l'amour aussi. Enfin, moi je peux pas cautionner cette espèce d'affirmation universaliste et enfin universaliste au sens social qui va dire que l'amour c'est pareil pour tout le monde. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Hein. Quand t'as les moyens de te dégager du temps pour pouvoir aimer, tu peux aimer. Quand t'as pas les moyens, bah non. Voilà. Oui, Nour, d'accord avec ça? Complètement. C'est bien, toi. Alors donc c'est Sans mêler ni regret. Alors, vous avez présenté ces textes, on l'a dit, samedi dernier au Bar des Amis dans la Grand Rue à Alès, accompagné par Joachim à la contrebasse et par Blaise aux percussions. Et Laurent à la guitare aussi. Et Laurent à la guitare. Est-ce que d'autres lectures sont prévues dans les jours ou dans les semaines qui viennent? La lecture est très demandée. Voilà. Enfin là, je sais que par exemple la dernière date qu'on va faire, quasiment sûr, c'est le 18-19 novembre, tu vois, pour te dire jusqu'où ça court. Voilà, enfin là, par exemple, hier, on était branchés pour aller à Perpignan le faire. Enfin, c'est des choses qui vont tourner, hein. Ça, c'est des choses qui vont tourner. C'est pas, encore une fois, on bosse sur de l'extra-départemental, pas que sur la zone Cévennes, heureusement pour nous. Et voilà, ouais. Voilà, donc c'est Sans mêler ni regret, recueil de textes sous état d'urgence, Nourquet et Joseph Kassem. On se retrouve peut-être à la rentrée pour la sortie de ton bouquin de poèmes. Peut-être. Après, moi, je te dis, sur Simorgue, il va y avoir plusieurs parutions. Il y a Nourquet qui va sortir Magma de plomb aussi, c'est un beau livre d'art. Il va y avoir Isabelle Simon, qui est une autre auteure chez Simorgue, qui va sortir un manuel de castration à usage familial, conjugal, gouvernemental, patronal. Donc, enfin voilà, je pense que moi, ça serait bien aussi de voir peut-être avec Isabelle, de venir présenter son livre sur ses ondes. Elle a une bonne gouaille et tout. Par contre, est-ce que tu diras où est-ce qu'ils peuvent trouver Sans mêler ni regret, parce que ça a déjà été dit. C'était ma dernière question. D'accord. Ok. Eh ben, je vais le dire alors. Vas-y. Alors, c'est où que j'ai mis ma fiche? Elle est où ma fiche? Alors on peut le trouver donc dans les réseaux Maison de la Presse, donc à Alès, la Maison de la Presse qui est non loin du cratère. On peut la trouver aussi à la Maison de la Presse de Saint-Ambroix. Ensuite sur les lieux partenaires où on fait des choses avec eux, donc au Bar des Amis où on a fait la lecture samedi dernier, et au salon de thé lecture La Cardamome qui est aussi à Saint-Ambroix. Bientôt ça sera aussi distribué sur Montpellier, Nîmes, Marseille, Lyon, Paris et peut-être Belfort et Limoges. Allez, donc partout où on écoute Radio Grille Ouverte. Exactement. Merci Nour, merci Joseph. Une petite respiration musicale et nous nous retrouvons avec Claude Brahic dans un instant pour Emma ou la fille des Cévennes.